Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kikou. Chapitre 2. Le bout du tunnel. Le soleil se levait doucement lorsque chacun émergea de sa cabine. Seule Sécotine avait veillé toute la nuit, mais comme à son habitude, elle entama la journée parfaitement alerte, rompue qu'elle était à ce genre d'exercice. L'arrivée sur l'île était prévue dans l'après-midi et le chevalier orange comptait bien s'occuper jusque-là. Il commença par dire bonjour à Monium dans le langage du silence. Non, là vous lui avez demandé la route pour la fromagerie la plus proche. Ah zut, encore raté. Puis, comme le temps passait lentement, il se proposa pour aider aux tâches sur le bateau. Vous n'auriez pas un petit quelque chose à me faire par hasard ? Ah, mais si, vous tombez bien. Tenez, prenez ce seau et cette brosse et allez donc vous occuper du guano sur le pont. Ah ah, voilà encore une aventure pour le chevalier orange. Et c'est quoi le guano au fait ? Il ne fallut pas longtemps à notre héros pour comprendre ce qu'était le guano. Alors pour vous qui m'écoutez, vous n'aurez qu'à demander à votre maman ou votre papa. 1 heure plus tard, le chevalier était fourbu, tout sale et nettement moins motivé à aider les marins. Il recommençait à s'ennuyer lorsque tout à coup, le chef sortit en trombe de la cuisine. Excusez-moi tous, Moussaillon, nous avons un sérieux problème. Ah ah, qu'arrive-t-il ? Des pirates ? Une tempête ? Un dragon ? Me voilà ! Non, nous allons manquer de poissons pour faire le maquereau aux aromates de ce midi. Et ça, croyez-moi, c'est un sacré souci. Ah, bon, eh ben voilà une aventure pour le chevalier orange. Alors, chouette. Heureusement, Zjorn la brute, qui était à côté, décida d'aider le paladin. Je vais vous enseigner l'art de la pêche comme on la pratique chez moi. Oh oh ! Et quelle technique savante utilisez-vous ? La pêche au filet ? La pêche à la ligne ? Ou la pêche à la mouche ? Non, la pêche à l'enclume. À l'enclume ? Oui, regardez. Vous attachez un gros steak avec du fil de pêche, puis vous nouez le fil autour d'une grosse enclume, et ensuite une corde qui va de l'enclume à votre bras. Vous jetez le tout à l'eau, et là, le steak appâte le poisson, l'enclume l'assomme, le fil de pêche s'enroule autour de la prise, et moi je n'aurai qu'à tirer pour tout récupérer. Vous allez voir. Zjorn mit donc en place sa curieuse installation et se rapprochant du bord, il jeta vigoureusement le steak à l'eau. Comme convenu, le steak coula, le fil de pêche suivit le steak, puis l'enclume suivit le fil de pêche, la corde suivit l'enclume, et puis Zjorn suivit la corde et tout le reste en tombant dans l'eau. Heureusement, une fois à la mer, la corde se détacha de l'enclume et le marin put nager à la surface des flots. Ah bah, j'ai dû oublier quelque chose. Le chevalier, amusé, rassura tout de même son acolyte. Ce n'est pas grave. En plus, j'ai 2 nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. Commencez par la bonne. Ah bah, vous qui vouliez du poisson, j'aperçois au loin qu'il en arrive plein sur vous. Et la mauvaise ? Ce sont des poissons avec de sacrées grosses dents quand même. Et puis un aileron sur le dos. À ces mots, Sécotine cria à tout l'équipage. Alerte aux requins! Jetez-lui rapidement une corde! Nous devons leur remonter! Tout le monde s'affaira au plus vite, car les squales se rapprochaient à une allure fulgurante. Le pauvre Zjorn croyait déjà sa fin arriver, lorsque tout à coup, un cordage tomba juste sous son nez. Il l'attrapa vivement et se fit hisser hors de l'eau par l'ensemble de ses camarades qui tiraient à ne plus en pouvoir pour extirper leur ami d'une mort certaine. Une fois revenu sur le pont, le marin était terrorisé. Et puis le steak, il a coulé, et puis après, il y avait les requins, et puis il nageait, et puis... Alors Monium s'approcha et écarta tout le monde autour de Zjorn pour faire de la place. Elle sortit de sous sa cape un petit coffret de bois brun, précieusement ouvragé, et en actionna le fermoir doré. À l'intérieur se trouvaient de drôles de cartes qui faisaient à peu près la taille d'une main de papa.
C'étaient de très fines plaquettes de bois d'ébène dont le dos était décoré de formes mystérieuses gravées à leur fin. Sur la face, on pouvait distinguer sur certaines de drôles de dessins qui semblaient avoir été réalisés au pastel. Sur d'autres, il n'y avait rien. La silencieuse piocha délicatement une carte sur laquelle ne figurait aucun motif, puis elle s'approcha du marin. Elle leva les mains, et en un instant, un tourbillon de lumière mauve apparut autour des deux personnes, accompagné d'un drôle de bruit. D'un coup, tout s'arrêta. Gieur n'avait plus peur du tout et semblait aller beaucoup mieux. Monium, quant à elle, regardait la face de la carte qu'elle tenait entre ses mains. Il y figurait à présent un dessin très étrange qui donnait comme une sensation de malaise, une sensation de peur, pour être exact. Elle rangea précautionneusement la carte dans le coffret et ce dernier reprit sa place sous sa cape. Le chevalier orange n'en revenait pas. « Oh, c'est extraordinaire! Vous avez vu ça? Monium, vous m'avez épaté! Attendez, je vais tenter de vous le dire dans votre langue. La tête ici, la jambe là... et voilà! J'ai tout bon, Jayan? Non, là, vous lui proposez un mode d'emploi pour monter une étagère. Oh non! Attendez, elle me répond. Alors, elle m'a dit... si dans le boulgour tu mets du persil, ça fera du taboulé. Pas exactement. Elle vous dit, vos efforts sont très gentils, mais je vous entends. Il ne faut pas s'inquiéter. J'y étais presque. En tout cas, vous semblez beaucoup l'amuser. C'est déjà ça. Toutes ces péripéties avaient drôlement occupé nos amis, et déjà l'île du Chariot d'Or se montrait à l'horizon. C'était une île de seulement quelques kilomètres, si petite qu'elle n'apparaissait sur aucune carte. Et pourtant, l'endroit était drôlement important. C'est ici que tout le pays d'Anjulia communiquait avec le royaume de l'été. De gros bateaux amenaient et ramenaient du continent les marchandises que l'on passait par le tunnel. Les échanges étaient assez simples. Dans un sens, des denrées alimentaires que l'on ne trouvait pas au royaume de l'été, et dans l'autre, une variété de sel extrêmement rare qui, elle, ne se trouvait que dans les mines de la région de l'été. Ce sel, appelé aussi halite rose, était extrêmement cher, et un seul chargement de celui-ci valait une vraie fortune en or. C'est d'ailleurs de là que venait le surnom de l'île du Chariot d'Or. Tous les insulaires étaient très fiers d'habiter les lieux, et les fameux engins à roulettes étaient au centre de toutes les préoccupations. Musées, journées à thème, décorations, jusqu'au nom des rues, tout était centré sur les chariots, dont on vendait même des miniatures en bois dans les petites boutiques de souvenirs. Ainsi, après avoir amarré le bateau au port du Grand Rail, le groupe alla se restaurer à l'auberge de la Roue qui Grince pour ensuite prendre la rue du Sel Rose afin d'arriver à leur vraie destination, le tunnel qui semblait ne plus fonctionner. Monium, qui était chargé de l'enquête, commença par interroger les responsables des lieux pendant que Jayan traduisait. Le mécanisme de cordage et de poulie n'avait rien de défectueux et tout semblait parfaitement fonctionner. Les chariots partaient bel et bien remplis de marchandises, mais arrivaient vides au royaume de l'été. Après avoir inspecté l'endroit et tout observé, il fallut se rendre à l'évidence, le problème ne venait pas d'ici. Jayan prit la parole. « Bien, il semblerait donc que la clé de l'énigme se situe dans ce souterrain. Et d'après les ingénieurs, la taille de la cavité ne permet pas de faire passer une personne sans danger. » Attendez, vous voulez dire que... Exactement, mon jeune ami. Nous allons traverser le cyclone et rejoindre le royaume de l'été pour découvrir ce qu'il s'y passe. Sécotine parut ravi à l'idée d'un tel défi. Enfin, nous allons rigoler un peu. Pas vrai, les gars? Ouais. Mais vous êtes tous fous. On ne passera jamais. Le bateau va finir disloqué par la furie des vents. Et il nous faudra une magie surpuissante. Pourquoi croyez-vous que l'on ait confié cette mission à une silencieuse? Seul Monium peut déployer les moyens nécessaires à la mission. D'accord. Bon, alors je lui fais confiance. Pendant que tout le monde rejoignait le bateau, Monium prit le chevalier par la main pour attirer son attention. Elle fit une série de gestes pour lui dire quelque chose
qu'il tenta de traduire. Alors, attendez, chez les lapins, je te le dis, il faut creuser pour voir le bout du tunnel. Non, c'est pas ça. Je te préviens, si tu le cuis, ton bout de poulet va faire de la semelle. Non plus. Si demain tu t'ennuies, va chez mémé faire la vaisselle. Ah non, c'est pas ça. Ça y est, je sais. C'est certain, on me l'a dit, la cité de l'été est vraiment belle. La jeune femme tapa des mains pour féliciter le paladin, et tous deux reprirent la route avec le reste de leurs amis. Une fois revenus sur le pont de la nef, Jayan esquissa un léger sourire en direction de notre héros. Monium semble vraiment vous apprécier. Oui, on s'entend bien, oui. Ouh, c'est ça. Les sorcières voient beaucoup de choses, vous savez. Comment ça, beaucoup de choses? Et puis, d'abord, comment se fait-il que les sorcières aient tout un numéro en fonction de leur âge? Vous essayez de changer de sujet. C'est rigolo. Mais pas du tout, hein. Pas du tout. Il fait beau, hein. Vous avez vu mes nouveaux gants. Et vous aimez les endives en salade, vous? Oh que si, vous changez de sujet. Mais je vais tout de même vous répondre concernant les numéros des sorcières. Cela fera une belle histoire pour la veillée de ce soir. Et effectivement, après un autre succulent repas préparé par Chef le chef, Jayan s'installa sur un tonneau et tout le monde s'assit en cercle autour d'elle pour écouter son récit. La nuit était tombée et on ne voyait que la lune qui se reflétait sur la mer toujours aussi paisible. La vieille femme, dont le visage était illuminé par une simple lanterne, commença son récit. Il y a plusieurs centaines d'années, vivait un roi. C'était un bon monarque qui s'occupait fort bien de son peuple. Mais ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était acquérir de nouvelles connaissances. Et il avait compris que le savoir était la clé de bien des choses. Il chérissait tendrement une grande bibliothèque où, disait-on, se trouvait la culture du monde entier. Mais ce roi était inquiet, car il avait peur pour ses livres. Le papier, ça peut facilement brûler, ou bien s'abîmer, se disait-il. Alors, un beau jour, il fit venir 1000 personnes, des hommes, des femmes, de toute région et de tous les âges, mais toutes volontaires. Ces gens-là avaient en commun leur amour pour la science. Le roi leur fit découvrir l'intégralité de ses ouvrages, et cela prit des années. À la fin de cette immense lecture, chacune des 1000 personnes avait acquis un savoir incroyable sur les animaux, la géographie, la magie, la médecine, les plantes. Elles découvrirent même le secret d'une vie quasi éternelle. Puis chacune d'entre elles choisit une spécialité qu'elle devrait connaître à la perfection. Le roi était ravi. Oh, il avait enfin trouvé le moyen de faire perdurer toutes les connaissances du royaume. Il appela le groupe de 1000 personnes les sorcières et leur attribua à toutes un numéro en fonction de leur âge, comme si chacun de ces érudits était aussi unique et précieux que le tome d'une gigantesque encyclopédie. Il leur offrit de s'installer au cœur du royaume de l'automne. Là-bas, les sorcières fondèrent une cité qui existe encore aujourd'hui. Hélas, le savoir, comme toute richesse, rend parfois aigri et mauvais, et certains ou certaines d'entre nous ont quitté la cité pour semer le mal autour d'eux. C'est pour cela qu'il existe de vilaines sorcières. Et voilà, c'est la fin de mon récit. Très jolie, cette histoire de monarque qui voulait sauver la connaissance. Eh, vous savez, quand Sjörn il est tombé à l'eau, il aurait fallu qu'il soit un monarque lui aussi. On aurait plus de cordes pour le récupérer. Hein? Ah bah oui, parce que j'ai plus d'une corde à monarque. Bon, bah c'est l'heure de dormir, je crois. C'est donc sur cet énième jeu de mots abominable que la soirée s'acheva, puis que la nuit se passa, pendant que Sécotine continuait de maintenir le cap. Maintenant navigue sur les flots. Le lendemain, tout le monde se leva de fort bonne heure. Monium dit un petit mot au chevalier orange. Pourquoi elle me parle de gratin dauphinois? Mais non, elle vous demande si ça va. Puis chacun se mit en place pour l'expérience inouïe qui attendait l'équipage. Petit à petit, au loin, on pouvait commencer à distinguer une masse de nuages qui formait un mur gigantesque.
Le cyclone était droit devant.